Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement et également des événements ufologiques, sorties de livres, films, etc. Je suis actuellement dans le département des Alpes de Haute-Provence, entre le village de Volx et de Villeneuve, juste à côté du lieu-dit Les Quatre Tours, où, d'après les archives ufologiques, il y aurait eu la première rencontre rapprochée du troisième type, ici, en mars ou en mai 1812. Donc vous l'avez compris, dans cette édition, le dossier de cette édition, nous allons faire une autre étude sur les observations d'OVNI dans le département des Alpes de Haute-Provence, avec une étude géo-ufologique de ce secteur. Cette émission est divisée en 3 parties. Première partie, les informations importantes. Deuxième partie, l'actualité OVNI en France. Et en dernière partie, donc, le dossier sur les OVNI dans les Alpes de Haute-Provence. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Je retrouve à présent donc Rémi Fauchereau dans l'antre de l'association AEPA, là où il y a tous les dossiers d'enquête. As-tu connu et pourrais-tu nous parler de Francine Forêt? Oui, Francine Forêt, je l'ai connue il y a très longtemps, en 1971-1972, la première fois et la deuxième fois où j'ai adhéré au GEPA. Au GEPA, j'étais abonné à la revue et je m'étais déplacé à la rue de la Tombissoire, où au rez-de-chaussée il y avait son mari, René Forêt, il y avait Francine Forêt, et puis il y avait aussi d'autres personnes, généralement des témoins qui l'invitaient pour nous parler de cas, de phénomènes OVNI, etc. Et donc dans ce local de la Tombissoire, qui était une sorte de petite salle de réunion, j'avais assisté donc là, et je me rappelle peut-être avoir croisé Gilles Durand, des gens comme ça à cette époque-là, qui étaient aussi des auditeurs réguliers qui venaient aux conférences, qui étaient organisées par les époux Fouéré. Je connaissais même pas Lumière dans la nuit à l'époque. Je connaissais le GEPA, mais je connaissais pas Lumière dans la nuit. Et donc c'était une référence en ufologie. Et ça le reste toujours aujourd'hui, même si elle est dans les étoiles. Alors donc, elle m'a dit, surtout n'abandonnez jamais le phénomène OVNI, revenez-y. Et c'est là que je lui ai dit, bien écoutez, j'ai entrepris de faire une petite étude par l'intermédiaire du Sceau. C'est lui qui me l'a demandé, dans le département de Lyon, parce qu'il n'avait personne à cette époque-là, dans le département de Lyon, pour faire quelque chose, un travail. Et elle m'a dit, eh bien, je vous souhaite bon courage, restez en contact avec Gilles Durand, je le connais bien. J'ai passé le relais un peu à Gilles Thomas, parce que grâce à Gilles Thomas me demandait, ben, toi qui connais bien Francine, est-ce que tu pourrais m'arranger un rendez-vous, hein, si je me souviens bien, je l'ai contacté, etc. Puis elle m'a dit qu'elle voulait accepter de te recevoir, donc après vous avez lié des liens, vous avez tissé des liens. Et sauf que j'avais déjà interviewé dans le cadre des soirées en direct de DHTV en 2008-2009 par téléphone. Et après c'est simple, à chaque fois que je montais à Paris, soit pour la Gélusso, soit pour d'autres raisons, j'allais la voir. Ensuite, après la conférence d'OVNI Paris du 2 mai 2018 sur OVNIFY avec Gilles Durand, le lendemain, avec Gilles, on s'est rendu donc à l'hôpital où elle était. Et ça n'a pas été une expérience très intéressante, parce que je crois que je préfère me rappeler de quand elle était avant que là. Ça a été très éprouvant pour Gilles Durand aussi. Moi, franchement, là c'est sûr qu'elle nous disait merci d'être venu, merci d'être passé, de continuer ce qu'elle a commencé avec son mari, de poursuivre l'étude des soucoupes, puisqu'elle c'est pas les ovnis, c'est les soucoupes. Bah oui, à cette époque-là, c'est ça. C'est là où on voit différentes générations, et c'est sûr qu'on va continuer et qu'on continue ce qu'elle a commencé à étudier. Voilà, c'est. Mais ça fait quand même mal. C'était la doyenne. Nous reviendrons sur la mémoire du GEPA et des époux Fouéré, René et Francine au cours de prochaines vidéos et reportages sur ODDH TV, rassemblant
des ufologues qui les ont connus, qui ont connu le GEPA et cette époque. Tous les mardis de chaque mois, sauf au mois d'août, se déroulent les conférences de l'association OVNI Paris. Donc nous allons rentrer dans la salle de conférence. Je suis actuellement avec José. Alors José, vous vous occupez de la caisse pour l'association OVNI Paris. Quoi êtes-vous venu à l'association ? Parce que ça m'intéressait, le problème des ovnis, ça me parle, c'est pour ça. Parce que, écoutez, je viens au repas ufologique je reviens depuis 2009. Mais nous, on fait les choses un peu plus simplement. Oui. Donc d'abord, des actualités. J'ai parlé donc d'ufologie, d'astronomie et puis quelques annonces. Parce que le but ici d'OVNI Paris, c'est d'organiser essentiellement des conférences et des débats. Et vous vous intéressez au phénomène depuis combien d'années ? Alors c'est par éclipse, je m'en suis occupé, et pendant une dizaine d'années après je ne me suis plus occupé, et puis c'était plus fort que moi, après qu'une amie m'a raconté une observation, et je me suis remis à m'en occuper. Et sinon, qu'auriez-vous à dire aux Parisiens qui écoutent cette interview et qui se tâtent à venir assister aux conférences d'OVNI Paris ? Mais je dirais tout simplement qu'ils peuvent venir parce que c'est très enrichissant. Et surtout si on est un peu sceptique, là justement, on peut ressortir assez convaincu. Voici un pantone, c'est-à-dire que c'est un nuancier qui représente les différentes couleurs qui existent, les différentes sortes de couleurs qui existent et qui sont connues, répertoriées. Alors vous voyez, vous avez plusieurs marrons, plusieurs oranges, plusieurs rouges. Hein, tout ça, par exemple, vous avez des rouges qui sont des nuancés. Vous avez des rouges foncés, des rouges moins foncés, plus clair, presque rose, etc. Et puis on passe comme ça de la couleur rouge à la couleur rose, à la couleur violette, à la couleur de la couleur violette à la couleur bleue, à la couleur verte, etc. À la couleur grise, jusqu'à la noire, et ça part de la blanche. Voilà. Justement, quand on a des phénomènes aériens inexpliqués, vous savez que les phénomènes aériens inexpliqués ont une certaine couleur. Ils apparaissent suivant une couleur, par exemple, métallique. Vous l'avez parce que dans ce nuancier, parce que ce sera dans les couleurs des gris. Donc vous arriverez avec le nuancier à définir la couleur exacte en faisant un rapport entre la couleur de l'objet et le pantone. La couleur, par exemple, métallique, vous aurez exactement la couleur grise, qui correspond à la couleur du pantone. Et donc vous avez des boules, par exemple des phénomènes orange, des phénomènes rouges, des phénomènes verts, des boules. Je l'utilise en enquête quand je vais voir mes témoins. Par exemple, les témoins qui me disent j'ai vu un phénomène rouge, j'apporte mon pantone et là, je montre les rouges et je dis ça se rapprochait de quel indice, c'est-à-dire quel numéro de pantone. Un rouge à 184, un rouge à 183, etc. Et donc ça permet de choisir une couleur bien précise. Et après je l'ajoute, j'en fais une photocopie et je l'ajoute dans mon rapport d'enquête, en signalant que c'est bien le numéro, par exemple 184, que la personne a observé. C'est avec ce pantone-là que Michel Figuet travaillait. On rappelle aux auditeurs que c'est lui qui a écrit notamment OVNI en Provence, mais également le gros livre, qui est une bible pour les ufologues. Voilà, c'est la fin de cet épisode de l'astuce de l'enquêteur. Comment vois-tu l'ufologie en France en ce moment ? L'ufologie en France en ce moment, c'est difficile. Ça à mon avis, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, autant effectivement dans les années passées, on avait toutes les observations, tout ce que pouvait attendre à droite à gauche, effectivement, n'était pas souillé par des vidéos truquées ou de la vidéo ou tous les montages possibles, imaginables. Avant, effectivement, on avait encore tout ce qui était argentique, c'était quand même bien plus compliqué de recréer effectivement des choses artificielles. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que
ça va être compliqué parce que d'une part, il y a énormément, comme tu le sais, de gens qui diffusent de tout n'importe quoi sur la toile. Et donc faire le tri de tout ça, c'est pas évident, quoi. Et puis je pense qu'en plus de ça, il y a tellement de gens qui tournent le sujet en dérision, alors que c'est malheureux parce que quand on voit quand même Jean-François Clairvoy, enfin plein d'autres chercheurs qui disent qu'effectivement le phénomène existe et est avéré, ça paraît quand même invraisemblable qu'on mette pas tous les moyens possibles pour faire la lumière sur ce sujet. Mais enfin ça c'est un vaste débat, hein, comme on le sait. Hein. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI en France. Je vais vous faire part du témoignage de Rémi Fauchereau, qui a observé en avril 2018 un phénomène aérien non identifié au lieu-dit Le Grand Ponceau sur la commune de Charbuy dans le département de l'Yonne. Rémi, qu'as-tu vu dernièrement ici? Dernièrement, le jour de la chute de la station spatiale chinoise, qui s'est volatilisée au-dessus du Pacifique, moi je sortais dans ma cour en direction de ma voiture, j'allais en direction de ma voiture, qui se trouve juste sous ta chambre, et en regardant au-dessus sur le toit vers la cheminée qu'il y a là-haut, j'ai vu une sorte de boule ou de sphère grosse comme un pamplemousse, de couleur bien blanche, avec un petit halo autour, et elle est restée là un petit moment comme ça, fixe. Et ça m'a attiré là, j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis ça s'est éteint. Ça s'est éteint comme on éteint une lampe. Voilà. Je suis sorti par les grilles et j'ai regardé si c'était descendu derrière la maison. Et je n'ai rien vu. J'ai attendu, j'ai rien vu. Je suis rentré à la maison, je suis ressorti 5 minutes après, j'ai été positionné sur la route en sortant par les grilles, je n'ai toujours rien vu. Je suis ressorti une 3e fois après, 10 minutes après, toujours rien vu. Donc après cette observation du pamplemousse que j'ai fait dans ma cour, j'ai eu beau aller faire d'autres observations sur la route, je n'ai rien vu, il n'y avait plus rien. Voilà. Alors je ne sais pas ce que c'est. Je vous retrouve actuellement sur le plateau de Valençol, à côté de l'endroit où il y avait eu la trace en 1989. Le plateau de Valençol est connu pour l'affaire de Maurice Mas, qui s'était déroulée en juillet 1965. Mais il y a eu d'autres observations avant comme après. Cette observation qui est médiatique finalement, qui est la plus connue du secteur. Il y a eu des observations de points lumineux dans le ciel, de rencontres rapprochées du 2e type, et même des rencontres rapprochées du 3e type sans apparition d'OVNI. Le phénomène OVNI dans le département des Alpes de Haute-Provence est composé de plusieurs types de rencontres. Il y a tout d'abord les rencontres rapprochées du 1er type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du 2e type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Des rencontres rapprochées du 3e type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte, comme l'affaire de Valençol de 1965. Mais également une rencontre rapprochée aérienne, c'est-à-dire observation depuis un avion d'un OVNI ou depuis le sol d'objets ou de phénomènes aériens non identifiés suivant un avion, en violet sur la carte. Mais commençons tout d'abord par les rencontres rapprochées du 1er type qu'il y a eu dans ce département. Après, concernant les OVNI dans l'histoire, puisque c'est le thème d'ODH TV, ODH OVNI dans l'histoire, il faut s'intéresser en détail aux observations. Ne pas se cantonner aux témoignages. Voir si dans le coin il y a déjà eu des observations par le passé. Si les gens dans le secteur sont plus amenés à s'intéresser à l'ufologie qu'ailleurs. Sur la commune de Saint-Jure, en 1951, au cours de l'été, une dizaine de personnes se trouvent à l'entrée du village quand elles observent un objet descendant à grande vitesse vers le clocher de l'église, construite au sommet de la colline qui surplombe le village.
L'objet est ovale, de couleur orange, brillant et plutôt grand. Arrivé à une certaine hauteur, ce dernier stoppe sa descente et fait un angle droit pour partir vers le nord-nord-est, semblant remonter la vallée menant à Estoublon. À noter, d'après le témoin qui a conté son histoire, il semble que les journaux de l'époque aient signalé le même jour un objet au-dessus de Dijon, quelques instants après l'observation de Saint-Jure. Source: enquête personnelle de l'ufologue Luc Chastan et responsable du site Base OVNI France. Le 8 novembre 1952, sur la commune de Fort-Calquier, observation d'un cigare volant argenté. Il plafonna au point fixe pendant 10 minutes, puis se déplaça légèrement vers l'est avant de s'enfuir, s'estompant à l'horizon. Source: les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, par Jimmy Gueux. Le 14 octobre 1954, sur la commune de Volonne, à 18 h, des vendangeurs aperçoivent une grosse boule rouge tournoyant sur elle-même très rapidement. Source: OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet. Selon le livre OVNI en Provence, écrit par Michel Figuet, le village de Gréoux-les-Bains, là où je me trouve actuellement, très joli village de Provence avec son château templier, il y a eu par le passé de nombreuses observations d'OVNI. Donc le 16 août 1965, à 21 h 40, 3 dames prennent le frais sur leur terrasse lorsque tout à coup, elles se voient éclairées par un faisceau de lumière verte tombant du ciel. Ce faisceau est étroit, bien délimité et n'éclaire que l'endroit où elles se trouvent, formant au sol une tache lumineuse de quelques mètres carrés seulement. Levant la tête, les 3 dames voient une boule de la taille d'un gros ballon de plage de couleur argent qui plane au-dessus de la cour. Cette boule décrit 3 cercles, puis accélère et disparaît en direction approximative du nord. Source: lumière dans la nuit. Le 17 septembre 1965, sur la commune de Saint-Michel-l'Observatoire, un témoin, astronome professionnel, a observé de nuit pendant un temps assez long, plus de 30 minutes, un objet en forme de boule orange brillant. Il était assez bas sur l'horizon et évoluait en ligne droite, avec des moments d'immobilité. Source: les Universons par Claude Power. Saint-Michel Observatoire, ils ont de puissants télescopes, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils avaient un appareil photo qui était sur la terrasse de l'observatoire, qui était prêt pour prendre éventuellement des ovnis. Ça quand même, ça nous mettait la puce à l'oreille, on se disait quand même, un organisme scientifique, qui n'était pas du CNRS, quand même, qui a un appareil photo qui est prêt pour prendre les ovnis, c'est quand même, qu'il y a quelque chose. Il y a quelques mois de cela, dans ce secteur, il y a eu un séisme. Ce secteur, il y a eu aussi également pas mal d'observations d'OVNI relatées au cours de l'histoire. Je me trouve actuellement non loin de Digne-les-Bains. À ma droite se trouve le Cheval Blanc. Le 20 septembre 1976, sur la commune de Digne-les-Bains, il est 22 h. Un témoin observe de sa terrasse une sorte de cabine lumineuse de 4 mètres sur 4, éclairée de l'intérieur à environ 200 mètres de distance et 100 mètres d'altitude. Elle resta immobile pendant 7 minutes avant de partir à grande vitesse. Des formes humanoïdes furent observées pendant tout le temps de la vision. Elles apparaissaient comme des silhouettes se découpant dans la lumière de l'objet et affairaient à un mystérieux travail. Source: les apparitions d'humanoïdes par Éric Zurcher et Lumière dans la nuit numéro 195. Le 8 décembre 1976, sur la commune de l'Arche, il est 23 h. 2 soldats qui circulaient le soir en voiture sur la route du col de l'Arche ont observé un objet sombre de forme circulaire de la taille d'un gros avion, lumineux en son centre. Ils ont alors arrêté leur véhicule. L'objet s'est alors stabilisé, il semblait se trouver à environ 600 mètres au-dessus d'eux. Il a ensuite disparu derrière la montagne. Duré moins d'1 minute, il est à noter que l'enquête a révélé qu'au moment précis du phénomène, les chiens d'avalanche de Maison Méane ont hurlé à la mort. Les nuits du 8 et 9 décembre 1976, sur la commune de Méronne, autour de 23 h, des militaires observent quelques secondes dans le ciel la présence de plusieurs objets volants de forme ronde qu'ils ne reconnaissent pas. Ils se déplacent du sud-est vers le nord-ouest, lentement et silencieusement. À une dizaine de kilomètres de distance, un peloton cynophile constatera que ces mêmes nuits, leurs chiens, au nombre de 10, ont hurlé à la mort, inhabituellement,
Un autre témoignage sera recueilli sur une observation faite 6 semaines auparavant. Un témoin aperçut au pied des crêtes une lumière rouge s'élevant dans le ciel avant de disparaître derrière un sommet. Une surveillance sera établie du 12 au 30 décembre 1976 suite à la déposition des militaires, mais aucune autre observation ne sera rapportée. Ce cas a été classé PAN C sur le site du GEPAN. Pour faire suite à l'observation qui s'est déroulée donc en décembre 1976 à Méronne, soit 6 semaines auparavant cette observation, la lumière rouge qui s'élevait vers le ciel, il est à signaler que, selon le site Sismicité historique de la France, il y a eu un séisme le 18 octobre 1976 du côté de Lozé-Ubaye, qui se trouve pas très loin de Méronne, d'une intensité de 4 et qui s'est déroulé à 11h56 du matin. Le 22 mars 1988, sur la commune de Valençol, vers 20h15, un témoin dans son véhicule observe au-dessus d'un émetteur radio une puis deux boules de dimension importante de couleur rose et fluorescente. Son observation durera entre 5 et 8 minutes. Ce cas a été classé PAN D sur le site du GEPAN. Le 29 juin 1993, sur la commune de Josier, vers 9h, deux témoins observent une forme circulaire d'un diamètre de 5 à 6 mètres, avec deux tubes qui pendent dessous en forme de V renversée. L'engin vole à l'horizontale en silence, à 600 mètres du sol environ, sans dégager de fumée ni traîner. L'engin s'est ensuite braqué pour monter à la verticale. L'un des témoins a suivi l'ascension à la jumelle jusqu'à le perdre dans un nuage, ce qui fait estimer l'altitude à 10 000 mètres. Le nuage est d'un type Cirrus. Dans les environs, des militaires se trouvaient en manœuvre, mais l'officier présent n'a pas observé le phénomène qui ne semble pas avoir de relation avec les manœuvres militaires. Après enquête, et notamment auprès des clubs d'aéromodélisme, le phénomène n'a pu être identifié. Ce cas a été classé PAN D sur le site du GEPAN. Pour les veilleurs qui écoutent ce dossier, je tiens à signaler que dans le secteur de Josier, il y a un super spot d'observation du ciel pour faire des veillées ufologiques de surveillance du ciel ou des veillées astronomiques. C'est le col de la Bonnette, ou plus exactement la cime de la Bonnette, comme vous pouvez voir les images qui ont été réalisées en juillet 2015 au cours d'une veillée ufologique. Le 24 août 1999, sur la commune d'Entrepierre, il est 23h. Un témoin observe 4 boules lumineuses. Il est à noter que dans ce secteur, il y a de nombreuses petites cassures géologiques. Le 4 décembre 2011, sur la commune de Montagnac, il est 18h30. Observation d'un objet lumineux dans le ciel en statique pendant 30 minutes, à environ 300 mètres du sol en forme de toupie, avec le tour éclairé en vert fluo, et le centre une lumière jaune intense avec un point rouge. L'appareil était à l'aplomb d'un champ de blé. Il a disparu d'un coup, à grande vitesse, après 30 minutes. Le 20 mars 2016, sur la commune de Perruis, observation courte d'une lueur suivie d'un grand bruit et découverte ultérieure de traces d'herbe brûlées dans un champ. Données d'observation insuffisantes, ce cas a été classé PAN C sur le site du GEPAN. Après cette courte pause avec des reconstitutions de cas d'observation dans ce département, d'ailleurs la dernière de 1993 qui s'est déroulée à Barème, là vous voyez 2 soucoupes, est une enquête qui a été réalisée par le CRUN, Centre de recherche ufologique niçois. Lien qui sera disponible en dessous de cette vidéo. À Barème, il y a eu plusieurs observations de cas assez particuliers, enquêtés par le groupe du CRUN, Centre de recherche ufologique niçois. Passons dès à présent à un cas assez particulier qui s'est déroulé le 25 novembre 1976 sur la commune de Barème. Je laisse Éric Zurcher, enquêteur de ce cas, vous en parler. Après, un ufologue va te dire, oui, on sait qu'il y a des cas où le témoin au départ c'était une étoile dans le ciel, et puis ça a commencé à bouger, et puis que c'est venu, et que voilà. C'est ce que dit Chloé. Elle dit, il y avait comme une étoile dans le ciel, j'ai cru que c'était une étoile, et puis elle est tombée sur la route, avec une forme de toupie, qui tournait de toutes les couleurs, et puis elle s'est transformée, et c'est devenu cette boule verdâtre. Là, en forme d'oursin, là.
Ouais, ça c'est ce qu'elle a dessiné, ce qu'elle appelle avec la barbe à papa, ce qu'elle appelle la barbe à papa derrière. Et ce qu'elle t'a dessiné, c'est exactement ça, parce que c'est une artiste et elle a le coup d'œil sur les couleurs. Hein. Donc la barbe à papa est venue vers elle. Et alors tu pourrais deviner, c'est ces fameuses boules vertes là, tu sais, dont on a beaucoup parlé à certaines années. Sauf que elle l'a vu passer à moins d'1 mètre, hein, quasiment de la vitre de l'Austin. Et elle s'est aperçue à ce moment-là qu'il y avait une... Alors elle a appelé, c'était soit de l'acier, soit du verre noir fumé. Et il y avait des centaines de petits trous, et c'est par là que sortait le gaz, qui était comme plaqué par l'avancement, comme l'eau sur la vitre d'une voiture, tu vois. Et que ça laissait la barbe à papa traîner derrière. Et puis dès qu'elle a dépassé, hop, elle est partie à angle droit, elle a sauté un talweg, et elle a disparu. Voilà. Bon, mais ça part d'une étoile. Je vous retrouve à présent sur le plateau de Valençol, célèbre pour sa lavande, mais également pour l'affaire de rencontre rapprochée du troisième type, l'affaire de Maurice Mas, connue en France, en Europe et dans le monde. Une affaire qui fait encore parler d'elle aujourd'hui, et cela nous emmène donc à présent à vous partager les différentes rencontres rapprochées du troisième type ou cas particuliers qu'il y a eu dans le département des Alpes de Haute-Provence. La première affaire de rencontre rapprochée du troisième type remonte au 17 octobre 1954. Il y en a eu une autre en mai 1812, mais nous l'aborderons tout à l'heure dans la partie sur l'étude géo-ufologique de ce département. Mais revenons à l'affaire du 17 octobre 1954 qui s'est déroulée sur la commune de Corbières à 14h30, donc une observation diurne. Le témoin est à la chasse avec son chien sur les bords de la Durance, au lieu dit Cabasson, les Isoles ou les Issoles. En visant une grive qui s'envole d'un fourré, il entend un bruit de branches écrasées et voit à ce moment un objet ovale avec un dôme diamètre 3 à 4 mètres de couleur grise et sans reflet lumineux posé au sol. Sur le bord supérieur de l'insolite appareil apparaissent 2 têtes de petits êtres grands comme des enfants. Le témoin observe ce spectacle ahurissant. Durant quelques secondes seulement, une peur panique s'empare de lui. Il prend la fuite si rapidement qu'il chute malencontreusement dans un fossé rempli d'eau. Trempé jusqu'au cou, il peut s'extirper de sa mauvaise position. À ce moment-là, le chasseur voit arriver son chien. Le pauvre animal crie et traîne les 2 pattes arrière. Son mal ne pourrait provenir que des occupants de l'objet posé dans la clairière. Le témoin, à son retour à son domicile, sentit une torpeur comparable à la fatigue ou à de la somnolence. Source: OVNI, premier dossier complet par Michel Figuet, et les chroniques des apparitions extraterrestres par Jacques Vallée. Pour en revenir au lieu de l'observation, dans de nombreuses sources, il est indiqué Cabasson et les Isoles ou les Issoles. Sauf que le lieu exact, le nom, c'est les Barbassons et les Iscles. Je vais à présent vous faire part d'une affaire de rencontre rapprochée du troisième type, dans un premier temps fortement connue, l'affaire de Valençol du 1er juillet 1965, et dans un deuxième temps une affaire peu connue, l'affaire qui s'est déroulée entre Cruys et Malfougas. Mais commençons tout d'abord par l'affaire de Valençol. Le témoin sera entendu une première fois le 2 juillet 1965 à 20h par la brigade locale. Vers 22h, le témoin accompagnera les gendarmes sur les lieux. Il sera de nouveau entendu de 23h15 à 23h30 pour un complément d'information. Un procès-verbal de constatation sur le lieu d'observation et sur les traces au sol sera établi le 3 juillet par une autre brigade, avec prise de mesures et photographie. Le témoin rapportera un complément d'information très détaillé le 18 août 1965. Dans le premier procès-verbal, il décrit l'objet de la grosseur d'une voiture Dauphine de couleur mate. Sa forme ressemblait à un ballon de rugby avec une porte à glissière sur le côté. Le dessus était en matière transparente, par laquelle il a aperçu une personne à l'intérieur.
Lorsqu'il a aperçu l'appareil, un homme était déjà à terre. Il était habillé d'une combinaison, semble-t-il, tête nue, les mains vides. Monsieur Mas était à environ 60 mètres. La grandeur de ce personnage était d'environ 1 mètre, mais de corpulence assez importante. Le passager de l'engin l'a sans doute aperçu, que suppose Monsieur Mas, qu'il a averti celui qui était à terre. Aussitôt, il est remonté dans l'appareil. Le témoin a alors entendu un bruit sourd et l'engin a disparu presque immédiatement en direction de Valençol. Donc comme vous pouvez le constater, la première version donc de ce premier procès verbal, fait le 2 juillet 1965, ne ressemble pas du tout avec le deuxième qui sera effectué le 18 août 1965. Au cours du deuxième procès verbal, donc du 18 août 1965, Maurice Mas rajoute ceci. Depuis son point de départ, au tas de pierres, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à des hommes, car il les observait pendant tout le temps de son trajet. Ces êtres étaient tous les deux à terre, alors qu'au premier procès verbal, il y en avait un qui était dans l'objet, et l'autre était à terre. Ils étaient accroupis, l'un lui tournait le dos, l'autre lui faisait face, et il regardait, selon le témoin, un plant de lavande. Lorsque le témoin est arrivé à 7 mètres d'eux, celui qui était tourné dans sa direction l'a alors aperçu. Il a dû faire un signe à l'autre, selon Monsieur Mas. Tous deux se sont levés. Celui qui avait le dos tourné et qui faisait face au témoin a fait un geste du bras droit et de la main dans laquelle il a distingué un objet. À ce moment, le témoin a été immobilisé sans pouvoir faire un seul mouvement. Le témoin ne ressentait rien. Il n'était pas engourdi, ni contracté, simplement qu'il ne pouvait faire aucun geste, ni remuer tête, bras, jambes et corps. Ces deux êtres n'atteignaient pas 1 mètre de hauteur. Ils avaient une taille un peu en dessous. Ils avaient une tête en forme de potiron, d'un volume égal à 3 fois la tête d'un homme normal. Ils avaient des oreilles assez grandes, pas de menton, un trou rond à la place de la bouche, des yeux qui semblaient ressembler aux nôtres, mais sans sourcils. Ils avaient un grand crâne, sans aucun cheveu. Leur peau était lisse, sans barbe. Leur teint n'a pas frappé le témoin. Ils se rapprochaient d'un homme européen. Leur carrure était à peine plus large que leur tête. Ils avaient des bras et des jambes. Le témoin ne peut pas dire s'il a pu distinguer les doigts, sauf celui qui a fait le geste pour paralyser, pour l'immobiliser, et le pouce de ces deux êtres quand ils sont montés dans l'appareil. Ils avaient des petites mains. Le témoin n'a pas pu distinguer les doigts autres que le pouce. Il n'a pas fait attention à leurs pieds. Ils étaient vêtus d'une combinaison. Donc on peut remarquer qu'il y a de nombreuses différences entre le premier procès verbal et le deuxième. Cette affaire a été fortement médiatisée, que ce soit dans la presse locale comme dans l'article qui se trouve juste là, qui date du dimanche 4 juillet 1965, où il y a marqué « Soucoupe volante, émoi à Valençol, l'origine de l'appareil reste mystérieuse ». Bien sûr, ce sont des photocopies provenant de mes archives personnelles. Donc voici la première page. Et la deuxième page où il y a une reconstitution de l'OVNI ou de l'appareil observé qu'a vu Maurice Mas tel qu'il l'a reconstitué. Ensuite une photo de monsieur Maurice Mas et des gendarmes au-dessus de la trace. Voici la deuxième photocopie provenant toujours de l'article édité le dimanche 4 juillet 1965. Je rappelle que ces deux photocopies proviennent de mon dossier de recherche de l'affaire de Valençol, puisque je me suis rendu sur place en 1999, en 2000 et en 2001. Donc voici d'ailleurs le petit carnet de recueil de témoignages écrit à l'époque. Mais ça, c'est la petite anecdote. A noter que toutes les différentes versions de cette affaire sont à des degrés divers, voire contradictoires. La position des êtres au moment de l'observation, première version, un être au sol et un autre visible au travers d'un dôme. Source Lumière dans la nuit numéro 77, page 2. Dauphiné libéré du 4 juillet 1965. Mais également dans Face aux extraterrestres de Charles Garot, page 121. Deuxième version, les deux êtres au sol, semblant penchés sur un plan de lavande. Source Phénomènes spatiaux du GEPA, numéro 6, 7 et 9. La nouvelle vague des soucoupes volantes par Jean-Claude Bourré. Flying Soccer Review, novembre-décembre 1965, par Aimé Michel. Il semble bien que la seconde version soit la bonne, le témoin n'ayant pas tout dit lors des premières enquêtes. Les pattes,
4 pour les uns et 6 pour les autres. Le nombre exact étant de 6, selon certains ufologues. Certains auteurs ont confondu avec les traces, les 4 barres du X. L'heure de l'observation diffère selon les versions, 5h, 5h30, 5h45, 6h ou 6h30. Le témoin avait quitté son domicile vers 5h. L'observation se déroule vers 6h. Il faisait chaud et soleil. Maurice Masse allumait une cigarette à l'abri d'un clapier. Durée totale de l'observation, environ 20 minutes. Approche, observation, paralysie, départ des êtres et de l'appareil et 15 minutes de paralysie avant le retour des facultés du témoin. Ce cas a été cité dans de nombreux ouvrages en ufologie. Pour en revenir à la médiatisation autour de l'affaire de Valençol, ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux chercheurs, enquêteurs, ufologues, veilleurs se sont rendus sur Valençol depuis 1965 jusqu'à nos jours. Ainsi, on retrouve un article de l'ufologue Aimé Michel dans la revue Flying Saucer Review, datant de novembre et décembre 1965, que voici, qui parle donc de l'affaire de Valençol, page 7, où vous retrouvez donc un dessin. J'ai traduit ce qu'en dit l'ufologue flamand Julien Verberg, qui est allé à Valençol, qui a enquêté en profondeur sur la question et qui est une fois c'est un ufologue classique, c'est pas un sceptique. Hein. Alors la trace principale, n'est-ce pas, le trou central avec 3 petits trous, comme un tripode qui s'est déployé en triangle, ben, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu. Donc il y a les gens qui font un beau dessin, qui ont un trou bien régulier, ne l'ont jamais vu eux-mêmes. Tout ça, justement, Weverbeck l'explique très bien. Il a passé en revue tout ce qui a été publié sur Valençol. Hein. Il n'y a pas de récit semblable de Valençol. La distance que se trouvait Masse quand il a entendu le sifflement, la distance qui se trouvait quand l'humanité l'a paralysé. Il y a d'un récit de Masse à l'autre, ou d'un compte-rendu du récit de Masse à l'autre, parce que où est la variation dans le récit que donne Masse, ou dans l'interprétation qu'on en fait, il n'y a rien de... La taille de l'OVNI, la taille des humanoïdes, il n'y a rien qui est semblable d'un récit à l'autre. Il n'y a rien de sûr en Valençol. Quand vous vous intéressez à l'affaire de Valençol, c'est un peu comme si vous partez une sorte de carte au trésor. Pourquoi ? J'ai commencé à m'intéresser à l'affaire de Valençol très tôt. J'y m'y suis rendu en 1999 à l'âge de 14 ans. Puis j'y suis retourné l'année d'après, l'été 2000, avec un ami, avec qui par la suite nous avons créé donc ODH. En fait, lorsque vous vous rendez sur place, on vous indique plusieurs lieux de la trace. C'est comme un jeu de piste en fait. Certains vous diront que c'est là où l'OVNI a atterri, d'autres vous indiqueront une version opposée, et puis finalement il faut surtout s'intéresser au lieu de la trace avec le PV de gendarmerie, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du GEPAN sous format PDF, lien que je vous transmets en bas de cette vidéo. Ici à Valençol, le sol est constitué de plusieurs roches. Ça ressemble un peu, on pourrait dire, à des terrasses alluviales, c'est-à-dire des roches qui ont été façonnées par les pluies, par l'écoulement de l'eau. Bref, c'est l'érosion aussi des gorges du Verdon selon la géologie. Pour ceux qui veulent s'intéresser à l'affaire du 1er juillet 1965 de Valençol, certes, c'est sûr, il faut regarder le PV de gendarmerie, mais également ne pas oublier quelque chose. C'est que les routes et les noms des routes ont changé au fil du temps, les lieux d'observation également. Ainsi, la départementale 6A qui relie la départementale 6 à la départementale 15, à cette époque-là, n'existait pas, comme vous pouvez le voir sur la carte IGN de 1950. Je vous retrouve à côté d'une distillerie de lavande sur la route entre Gréoux-les-Bains et Valençol. Sur ce portion de route, il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type, qui est un cas de type post-observation au 1er juillet 1965. Selon les témoins, il y aurait observation d'un ovni posé au sol avec une multitude d'entités qui semblaient monter, descendre de l'appareil, sans qu'il n'y ait d'échelle ou d'escalier, ou toute autre rampe d'accès à l'appareil. Donc en juillet 1965, vers 22 h,
en bordure de la route de Gréoux, des ouvriers d'une distillerie de lavande observent un objet ovoïde au pied d'une colline près d'un marronnier. L'objet reste à 4 à 5 mètres au-dessus du sol. De petits êtres descendent et remontent de l'objet sans aucun support matériel ou échelle visible. À peu près à la même heure, un berger qui se trouve à 300 mètres du lieu d'atterrissage du 1er juillet 1965 s'était assoupi, laissant la surveillance de son troupeau de moutons à son chien. Il est brusquement réveillé et se trouve entouré d'un tapis de lumière. Il lève les yeux et observe au-dessus de lui un objet lumineux, ovoïde, qui projette vers le sol un rayon de lumière non éblouissant. L'objet reste immobile une demi-heure à peu près, puis s'élève et disparaît. Source, OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet et Lumière dans la nuit. Après la rencontre rapprochée du troisième type de Maurice Mas, de nombreux témoins ont signalé avoir vu eux aussi leur OVNI et leur petit être. Il y a eu un atterrissage, une rencontre rapprochée du deuxième type, où des témoins ont observé un objet au sol entre Valençol et Riez. Un peu plus tard, des témoins ont observé un petit être dans leur cuisine, mais il n'y a pas eu d'apparition d'OVNI. Il y a eu des apparitions d'OVNI qui ressemblaient à un minibus posé sur le sol. Le cas qui va suivre s'est déroulé fin janvier 1967 sur le plateau de Valençol. Le lieu exact n'est pas précisé et l'heure non plus. Observation d'un petit être semblable à ceux décrits au cours de l'affaire de Valençol du 1er juillet 1965, mais celui-là porte une barbe. 5 personnes surprennent un petit être barbu dans une pièce vide d'une ferme en réparation. Une poursuite s'engage à travers la pièce pour attraper l'étrange apparition. En vain, car quelque chose comme des forces invisibles, entre guillemets, font qu'elle leur glisse entre les mains et finalement, après s'être sauvée par la fenêtre, disparaît au cours d'une ultime poursuite dans la campagne. L'émotion est considérable dans l'entourage de ces 5 personnes qui désirent conserver le plus strict anonymat. Source, Phénomènes spatiaux du GEPA, numéro 11 de mars 1967, page 30. Comme vous pouvez le remarquer, on dirait un peu les légendes de gnomides qu'il y a dans le Verdon, ou de gnomes qu'il y a dans les légendes du secteur. D'ailleurs, Michel Figuet, ufologue, en parle dans le livre OVNI en Provence. Ce secteur, dans l'ancien temps, était connu par les ufologues comme une sorte de col de Vence. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le col de Vence, comme c'était pas médiatisé, n'était pas finalement très connu. C'était ici, sur ce plateau de Valençol, où il y avait énormément de veillées à l'époque et des observations. C'était considéré comme un hotspot, c'est-à-dire un endroit où il y a plus d'observations qu'ailleurs. Dans le ciel, ce que nous avons vu, mon ami Georges et moi, qui n'est plus là malheureusement pour confirmer, c'est quand nous faisions des veillées au plateau d'Albion, pas au plateau d'Albion, au plateau de Valençol. On se relayait, on allait voir un camp qui était plus bas, j'avais fait plusieurs camps. Et en allant voir un camp, on a vu très loin dans le ciel 2 étoiles qui filaient, on va dire 2 étoiles, côte à côte, qui se rapprochaient et qui portaient comme ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai pu voir. Nous avons fait beaucoup de veillées, que ce soit sur le plateau de Valençol, que ce soit vers le plateau d'Albion. Le plateau de Valençol est devenu par la suite une zone dite sensible pour des enquêteurs ou veilleurs, comme vous l'avez vu précédemment. Donc avec les interventions de Bernard Hugues, ufologue du CERPA, mais également René Voirino, ufologue, chercheur, que vous avez certainement dû déjà voir dans les vidéos des Portes du Futur de Jimmy Gueux. Il y a d'autres auteurs qui ont mentionné l'affaire de Valençol, dont Éric Zurcher dans son livre « Les apparitions d'humanoïdes » que voici, dans les livres de Michel Figuet, dont OVNI en Provence, OVNI le premier dossier complet, des rencontres rapprochées en France, donc coécrit avec Jean-Louis Bruchon que voici. En sortant d'un virage, ils ont observé en contrebas de la route, la départementale D951, qui se trouve juste là, juste derrière nous donc, et qui va ensuite vers Malfougas. Ils ont observé un ovni en forme de bol renversé, de parapluie renversé, avec des silhouettes humaines.
Le 24 juillet 1977, sur la commune de Cruys, plus exactement entre Cruys et Malfougas, il est 22h30. Nombre de témoins, 2. Un couple circule sur la départementale 951 entre Cruys et Malfougas. Soudain, ils observent à environ une quarantaine de mètres un objet en forme de demi-sphère lumineuse posé au sol. L'objet fait environ 7 à 8 mètres de diamètre pour 2,50 m de haut. Il possède 3 lumières bleues et blanches. À côté de l'objet, ils observent 2 personnages de forme humaine de 1,65 m, habillés d'uniformes gris et de casques. La femme paniquée demande alors à son mari de partir. Le couple souffrira de conjonctivite et d'insomnie pendant quelque temps après l'observation. Il est à signaler que sur cette route, en cette portion entre Cruys et Malfougas, il y a de nombreuses petites cassures géologiques qui coupent la route, en sous-sol bien sûr. Source du cas, OVNI en Provence de Michel Figuet et Henri Julien, mais également Lumière dans la nuit numéro 195. Bien sûr, il y a d'autres cas d'observation d'OVNI. Je vous ai fait part des plus importants et des plus intéressants pour cet épisode. Vous retrouverez le département des Alpes de Haute-Provence dans un épisode assez particulier qui sera une étude géoufologique globale, c'est-à-dire une étude géoufologique à une région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le cadre de la saison 7 des reportages de DHTV. Passons dès à présent à la dernière partie de ce dossier, donc à l'étude géoufologique du département des Alpes de Haute-Provence. Donc dans cette étude des observations d'OVNI dans le 04 ou le département des Alpes de Haute-Provence, je vais tout d'abord vous faire part d'un résumé des différents types d'observations dans ce secteur, mais également la forme et la couleur des ovnis ou pans observés. Ensuite, je vous parlerai des cas dans l'histoire avec des séismes ou la présence de failles géologiques. Comme dans d'autres départements ou régions en France, le type d'observation le plus constaté sont les rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain. Concernant les rencontres rapprochées du deuxième type ou même du troisième type, il y a eu peu de cas comparés aux rencontres rapprochées du premier type. Concernant la forme la plus observée dans ce département est la boule lumineuse, suivie des formes non définies, ensuite des triangles, et ensuite ovoïdes, cigares, demi-sphères et disques. Concernant la couleur des phénomènes aériens non identifiés ou des ovnis, la couleur qui revient le plus souvent est la couleur jaune, ensuite rouge, orange, et ensuite vient couleur métal ou argent ou plusieurs couleurs. Alors en 1708, en mars 1708, il y a eu de violentes secousses dans la région, des secousses sismiques d'une intensité de 8, qui est quand même assez gros. Au cours de ces séismes, à Manosque a été vu des tourbillons dans le ciel, tourbillons d'air, des odeurs de soufre et également des lueurs qui sortaient du sol. A été aperçu des aurores boréales du côté de Sainte-Tulle d'ailleurs. Le ciel semblait être en feu. Il y a eu des apparitions de lueurs sismiques et, d'après les archives ufologiques, une des premières rencontres rapprochées du troisième type de ce département qui s'est déroulée donc dans ce lieu-dit, donc le lieu-dit des 4 Tours qui était une auberge à l'époque. En mai 1812, il y a eu de nombreux séismes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Selon certains ufologues et leurs recherches dans les archives, ils ont trouvé le cas suivant. Témoignage de 7 voyageurs terrorisés en route pour Digne. Leur frayeur fut si grande qu'ils décidèrent de s'arrêter à l'auberge des 4 Tours, fort piteuse plutôt qu'à Manosque. Ils jurèrent avoir vu un globe lumineux se diviser en 4 feux et tourner autour de leur voiture. À l'intérieur, 4 hommes étaient visibles, enfermés chacun dans une lanterne. Si nous devions faire une étude climat OVNI ou OVNI et climatologie dans ce département, il y a plus d'observations quand le temps est clair, c'est-à-dire beau temps, ciel est clair, et il y a quand même eu quelques cas d'observation lorsqu'il y a des nuages. Par le passé, il y avait de nombreuses veillées organisées par de nombreux groupes d'enquêteurs ou d'ufologues du côté du plateau de Valençol, car le plateau de Valençol faisait partie d'un site dit sensible qui se nommait le Triangle d'Or, dont les points étaient le Mont d'Or du côté de Manosque, Valençol et Cadarache. Dans le département des Alpes de Haute-Provence, il y a d'autres zones dites particulières d'observation selon les ufologues.
comme le secteur de Barème, comme nous l'avions vu précédemment avec les cas enquêtés par le CRUN, Centre de recherche ufologique niçois. Mais il y a aussi le Verdon, qui est, selon certains, un endroit beaucoup plus survolé que le col de Vence. Et il ne faut pas oublier que dans le 04, il y a eu par le passé de nombreux groupes d'enquêteurs, de nombreux groupes de veilleurs qui étaient là pour recenser les cas d'observation de ce département. Et cela peut, selon certains ufologues, expliquer le fait qu'il y ait plus d'observations dans le 04 que dans le département des Hautes-Alpes. L'ufologie, finalement, ce n'est pas que l'étude des ovnis ou des phénomènes insolites dans le ciel. Ça vous ouvre des portes que vous n'aurez peut-être pas pensé ouvrir. Et c'est ça qui est intéressant. Vous retrouverez d'autres cas d'observation d'ovnis dans le département des Alpes de Haute-Provence dans les épisodes de la 7e saison des reportages d'ODH-TV consacrés à l'étude géo-ufologique phase 2. Si vous voulez avoir d'autres renseignements par rapport à l'affaire de Valençol ou aux observations en Provence, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui ont été faites sur ODH-TV depuis 2006. Il vous suffit de cliquer en dessous de cette vidéo sur plus et vous aurez tous les liens des vidéos, des conférences effectuées à Valençol en 2015, 2016 et 2017 ou toute autre vidéo effectuée. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France sur les observations d'OVNI dans le département des Alpes de Haute-Provence. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition. Les ufologues, chercheurs du mystère de ce département qui est très riche en observations d'OVNI, mais aussi en sites mystérieux. Le secteur du Triangle d'Or, où Valençol, Gréoux-les-Bains seront également dans un reportage assez inédit qui reviendra sur l'histoire d'OVNI dans l'Histoire TV ou d'ODH TV, puisque ces endroits ont une place importante dans la création de cette web TV. Donc je conclus cette édition sur un site remarquable que je vous conseille d'aller visiter, que j'ai découvert par le biais de la chaîne The Bushcraft Spirituel d'Adrien Aubert. Ce sont les rochers des Mours du côté de Fort-Calquier. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo. Et à bientôt, donc à dans un mois, sur les routes ufologiques de France sur ODH TV. Au revoir.